Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ukraine, Brésil et Covid en Chine. Les principaux dossiers internationaux sont au menu de questions d'actu ce soir. 314e jour du conflit entre Moscou et Kiev. Et sur le terrain, une frappe ukrainienne tue des dizaines de soldats russes. C'était à Makeyevka. L'annonce de cette frappe intervient après un nouvel an marqué par des bombardements russes, notamment sur la capitale ukrainienne, Kiev. Mais que pourrait cacher 2023 pour ce conflit dont l'onde de choc s'étend sur l'ensemble de l'Europe et plus globalement sur l'échiquier mondial? Autre actu mondiale, justement, c'est l'investiture du président Lula da Silva au Brésil pour son 3e mandat. Le président de gauche promet de relancer la machine économique, de défendre la démocratie, rien que ça, et surtout de protéger l'Amazonie. Un programme social et environnemental donc ambitieux pour un président qui doit surtout réunifier un pays tiraillé par de fortes divisions. Comment? Quelles sont les chances pour que Lula et son gouvernement parviennent à atteindre ces objectifs? Réponse dans cette émission. En seconde partie de questions d'actu, les répercussions de l'abandon soudain de Pékin de sa politique zéro Covid. La Chine a jugé inacceptable les tests sur ses ressortissants en voyage et évoque des contre-mesures en représailles. Rappelons que le Maroc a annoncé ce week-end interdit à titre préventif l'accès à son territoire à tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité, en provenance de Chine. En effet, de nombreux pays s'inquiètent de possibles nouveaux variants provenant donc de Chine. Qu'en est-il réellement? Réponse en compagnie de 2 experts. Mais avant, parlons géopolitique et politique brésilienne en compagnie de mes invités ce soir. Et j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau sur ce plateau de questions d'actu Hassan Alaoui, directeur de la publication et cofondateur de Maroc Diplomatique. Bonsoir, cher Hassan Alaoui. Bonsoir, madame. Merci. Marhaba. Et en face, le directeur du Centre de Rabat pour les études politiques et stratégiques, Khalid Cherkaoui. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir. Par Skype depuis Paris, Emmanuel Dupuy, président de l'IPSE et de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonsoir Emmanuel Dupuy, merci de vous joindre à nous. Bonsoir et meilleurs vœux. Merci à vous également. Bon, alors, cette nouvelle année qui commence, justement, l'Ukraine reste au centre des préoccupations mondiales et notamment en Europe. Justement, je m'adresse à vous, Emmanuel Dupuy, pour ma première question. Alors, beaucoup d'espoir pour que cette guerre en Ukraine touche à sa fin pendant 2023. Vous en pensez quoi? Alors, peu d'espoir, de mon point de vue. Premièrement, parce que pour l'instant, aucune des conditions nécessaires à la résolution du conflit ne sont réunies de part et d'autre. On voit bien avec la frappe qui a touché Makeyevka, comme vous l'avez évoqué, on parle de 63 morts du côté russe, on parle de 400 morts du côté ukrainien. Donc, rien n'est fait pour apaiser les tensions. De toute façon, comment pourrait-il en être autrement, puisque les forces ukrainiennes continuent à récupérer les territoires qui ont été conquis militairement depuis le 24 février dernier, et la Russie continue à mobiliser militairement sa jeunesse pour aller mener cette opération militaire spéciale. D'ailleurs, le narratif a changé, puisque Vladimir Poutine lui-même évoque de plus en plus fréquemment qu'il s'agit bien d'une guerre. Il l'a dit il y a quelques jours quand il s'est adressé à ses propres forces armées. On évoque évidemment la perspective lointaine, certaine, mais pas encore proche d'une résolution du conflit par la négociation. Dimitro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, a appelé dès ses vœux à une conférence de paix sous l'égide de l'ONU en février. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a confirmé que dans les premiers jours de janvier, il y aura bien une conférence réunissant l'Union européenne et l'Ukraine pour essayer de trouver les solutions de la fin de ce conflit. Mais de part et d'autre, aucune des conditions ne sont réunies, car on ne parle pas de la même chose. En fait, quand vous parlez de ces négociations entre l'Union européenne et l'Ukraine, mais concrètement, quand on parle de négociations, on s'attend à ce qu'il y ait les deux parties du conflit autour de la table des négociations, et non les deux parties du conflit, enfin, en tout cas les alliés d'un côté et la Russie. C'est ça, en fait, où le bas blesse. C'est le fait de se poser sur la table des négociations. Est-ce que la communauté internationale, notamment l'UE et les États-Unis, vont dans ce sens? Est-ce qu'on milite entre guillemets, mais en tout cas, est-ce qu'on encourage les négociations ou pas?
Alors la question est peut-être vue différemment. Une négociation de paix concerne avant tout les belligérants. Ce n'est pas l'Union européenne et les États-Unis, c'est l'Ukraine et la Russie. Justement, c'était ça ma question. Oui. Ne veulent s'asseoir à la même table de négociation. L'Ukraine veut s'asseoir à une table de négociation avec un agenda qui est le sien et la Russie un agenda qui est totalement différent. Donc pour l'instant, pour répondre à votre question, rien n'a bougé depuis maintenant 314 jours, si ce n'est le front militaire qui pourrait faire bouger les lignes. Et c'est ça précisément ce dont il va être question en 2023, les opérations militaires, les offensives ou les contre-offensives. La Russie veut sans doute reconquérir les territoires qu'elle a perdus depuis maintenant 4 mois et l'Ukraine veut continuer son offensive pour essayer de récupérer au-delà des 40% des territoires qu'elle a récupérés depuis maintenant ce conflit qui est entré dans son 11e mois. Donc pour l'instant, l'Union européenne et les États-Unis parlent d'autres choses et c'est la raison pour laquelle cette réunion diligentée par l'Union européenne est importante, c'est d'aider et de continuer à aider et de fournir les armements militaires, de prodiguer l'aide humanitaire ou tout simplement continuer le soutien économique. La réunion dont je parle à Kiev viendra confirmer les 18 milliards d'euros que l'Union européenne, par le biais de la Commission européenne, a promis. Cette conférence à l'ONU qui est prévue en février viendra confirmer la nécessité de créer un tribunal pénal international pour que la justice internationale puisse permettre, dans un temps plus long, d'essayer de trouver une issue pacifiée à ce conflit. Vous avez évoqué un chiffre très intéressant et qui a été d'ailleurs rappelé et déclaré par le chef d'état-major ukrainien. 40% des territoires occupés depuis le 24 février ont été récupérés. Hassan Alaoui, donc, tout à l'heure quand je posais la question, vous sembliez un peu sceptique par rapport à la fin de ce conflit en 2023. Ce n'est pas pour demain. Mais cela dit, il y a quand même des avancées ukrainiennes. Est-ce que concrètement, ces tensions risquent peut-être même de s'exaspérer dans l'avenir si la Russie se sent un peu dos au mur? Tout à fait. Vous savez, moi je pense que ce conflit, c'est un conflit comparable à ce qu'on appelle des poupées gigouagnes, si vous voulez, ou des poupées russes. Ce n'est pas un jeu de mots, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, depuis un an maintenant bientôt, ce sont des déplacements, si vous voulez, de points stratégiques, géopolitiques, économiques et tout. Mais on oublie finalement que ce conflit maintenant qui est armé, parce que nous ne sommes attirés que par cet aspect et par la fourniture d'armes que Kiev reçoit, et notamment après le dernier voyage, si vous voulez, de Zelensky à Washington, et l'appui solennel qu'il a reçu du président américain. Et on ne voit que cette dimension de conflit, de ce qui est, je veux dire, devenu un peu le sens et l'orientation du combat, mais on oublie quelque chose de très important, qui est réellement le conflit, il est devenu économique, à savoir que la pression de la Russie maintenant sur l'Europe, qui est principal pourvoyeur, si vous voulez, des armes avec les États-Unis et un petit peu le maître des séances, on voit très bien que ce conflit qui s'est déplacé est devenu économique, que la fermeture des bouches, comme on dit, des bouches de gaz et tout ça, ça a une conséquence terrible. À partir de ce mois de janvier, on va assister à quelque chose qui est inouï, qui est une autre dimension. C'est pour ça que je dis les poupées gigouagnes, qui est une autre dimension d'un conflit qui va devenir très, très, très aggravé, très grave déjà, n'est-ce pas? Et donc, il ne faut pas se leurrer. L'histoire des réunions de l'Europe, ça fait un an qu'on assiste à des réunions de l'Europe, à des résolutions, à des prises de résolutions, à des débats fastidieux sur y aura-t-il ou non une réunion pour décider de la paix. Pour décider de la paix, je reviens justement à un théoricien de la guerre qui s'appelle Clausewitz. Quand on commence une guerre, on sait comment elle commence, mais on ne sait pas comment elle finit. Et aujourd'hui, nous sommes devant, si vous voulez, ce tropisme aggravé qui est celui, on ne sait pas. Poutine... Mais est-ce qu'on sait pour qui, déjà là, pour qui ou qui en sortirait vainqueur? Il n'y a pas de vainqueur. Dans un conflit, il n'y a jamais de vainqueur ni vaincu. Non, mais là, on voit que l'Ukraine est en train de reprendre du terrain perdu. Ça peut être une victoire de l'Ukraine, mais ce sera toujours, comme on dit, une victoire à la Pyrrhus. Hein, oui. Vous gagnez en symbole, vous gagnez en propagande, vous gagnez en communication internationale. C'est une guerre d'image aussi, voilà, c'est une guerre d'information et tout ça, de communication. Donc on en est là. La réalité, pour faire la paix, il faut une
une conférence internationale sous l'égide des Nations Unies, il faut des partenaires viables, il faut une volonté affichée, mais en même temps, je veux dire, réelle, des protagonistes, à savoir la Russie, l'Ukraine qui n'en démord pas jusqu'à présent parce que un certain Zelensky, je ne suis pas du tout contre lui, est en train de jubiler sur des trucs. C'est un peu... Il a annoncé la victoire il annonce la victoire, il ne cesse de réclamer des armes. Il a dit que la victoire, c'était pour 2023. Il ne veut pas en démordre. Et bien entendu, Poutine est accroché, si vous voulez, à son hypothèse d'école, comme on dit, c'est celle du fameux discours du 7 juin, je veux dire, 2007, à Munich. Oui. Quand il a dit « Moi, je n'accepte pas que l'OTAN vienne jusqu'à mes frontières, me menace ma sécurité et mon intégrité territoriale. » Et c'est là un petit peu le débat aujourd'hui. Alors justement, en parlant d'OTAN, la Suède qui est aujourd'hui, qui assure après la France la présidence tournante de l'Union européenne, a déclaré, en tout cas son Premier ministre, a déclaré que la victoire de l'Ukraine était existentielle pour l'Europe et pour le monde entier. Un commentaire, Khalid Cherkaoui, sur cette déclaration. Premièrement, je dois mettre les points sur les i sur l'agression russe contre l'Ukraine. C'est une agression. Oui, c'est une agression non légitime, contraire au droit international et condamnable par la communauté internationale. Là, je vois que l'Union européenne doit aider l'Ukraine. C'est une question d'alliance. Question de géopolitique. Pourquoi ? Parce que maintenant, l'Ukraine, ça sera un membre de l'Union européenne. Donc, déjà oui, il a déposé sa demande. Oui, mais la demande a été refusée pour les raisons qu'on connaît, notamment de raisons de corruption, et il faut largement assainir le système politique ukrainien avant l'adhésion à l'Union européenne, encore moins à l'OTAN. La Russie ne voulait pas que l'Ukraine se positionne dans le camp de l'Occident. C'est pour cela qu'il accentue son agression militaire, surtout ce mois de janvier 2023, où le monde festive la nouvelle année. Donc, il y avait une agression terrible et atroce par des missiles, par des drones. Donc, je vois que la Russie va accentuer son intervention militaire afin que l'Ukraine ne soit pas dans le camp occidental. Pour nous, donc, je vois que l'Union européenne doit, surtout dans la réunion du 3 février 2023, la réunion qui va rassembler l'Union européenne avec l'Ukraine, doit être une réunion de stratégie de géopolitique. Ce n'est pas seulement les aides financières ou bien les aides d'armement, mais ils devront avoir une stratégie géopolitique pour faire face à cette invasion terrible de la Russie. Commentaire... Emmanuel Dupuis, les Ukrainiens sont littéralement exaltés des succès sur le terrain. Moi, je parlais justement des aides de l'Union européenne et des États-Unis. Est-ce que ces pays-là pourront venir en aide ad vitam aeternam? Est-ce qu'il n'y a pas à côté d'autres urgences à gérer que l'Ukraine? Est-ce qu'aujourd'hui, les populations européennes et américaines vont dans le sens de leurs dirigeants? Oui, si on en croit tous les sondages, 64% des Européens sont encore soutenants l'action menée par la communauté internationale pour soutenir l'Ukraine. C'est plutôt le contraire, c'est plutôt certains dirigeants qui ne sont pas forcément en phase avec leur opinion publique. Par exemple, si vous posez la question à la population italienne, vous avez une majorité d'Italiens qui veulent accélérer, accentuer et continuer à aider l'Ukraine diplomatiquement, militairement et humanitairement. Ce n'est pas forcément le cas de la nouvelle coalition politique, avec notamment la prise de parole, il y a de cela 10 jours, du ministre de la Défense italien, en remettant en cause la livraison de certaines livraisons d'armes que l'Italie, du précédent gouvernement de Mario Draghi, avait promis. Mais je crois qu'il faut avoir aussi à l'esprit que le soutien à l'Ukraine ne concerne pas seulement l'Union européenne et l'ONU, l'Union européenne et les États-Unis, mais ça concerne précisément la communauté internationale.
Mais c'est quoi la communauté internationale? Parce qu'à part les États-Unis… 193 États… Ah oui, non, mais non, soyons quand même réalistes. À part les États-Unis et l'Union européenne, je veux dire, qui vient en aide à l'Ukraine? Je veux dire, il y a un front aujourd'hui clair. Je vais vous le dire. Premièrement, l'ensemble des pays du G7, une majorité des pays du G20, 141 sur les 193 États qui composent l'ONU. Donc, la communauté internationale… Quand vous parlez de soutien, ce sont des soutiens diplomatiques à l'ONU ou ce sont des soutiens financiers d'armement comme ce que fait les deux? Les deux. Par contre, là, vous avez raison, c'est qu'il y a une disproportion ou une hypertrophie américaine. Les Américains fournissent 49% de l'armement qui est fourni à l'Ukraine. Les États-Unis, depuis le début du conflit, ont fourni près de 100 milliards de dollars en aide humanitaire, en soutien économique et en livraison d'armement. Là, vous avez raison, effectivement, en disant que les États-Unis et d'une certaine manière leurs premiers équipiers, qui sont la Grande-Bretagne, sont principalement à la manœuvre. Mais ce ne serait faux de dire qu'il n'y a pas un soutien d'autres pays. Les pays du Golfe soutiennent aussi humanitairement la population ukrainienne. Donc ce n'est pas seulement un soutien militaire, c'est aussi un soutien de résilience économique, c'est aussi un soutien d'appui diplomatique. L'Union européenne a commencé à étudier la demande d'adhésion, puisque désormais l'Ukraine et la Moldavie ont été reconnus comme étant de potentiels candidats à l'adhésion à l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas de la Géorgie. Donc c'est un soutien multiforme, c'est un soutien d'une certaine manière, ce qu'on appelle la diplomatie du premier kilomètre, c'est-à-dire la diplomatie humanitaire et la diplomatie du dernier kilomètre, un soutien politique, économique pour que ce conflit arrive enfin à sa fin. Très bien. Hassan Alloui, vous voulez réagir par rapport à ces soutiens internationaux? Oui. Soutien international, il faut quand même rappeler les deux votes de l'Assemblée générale des Nations unies il y a quelques mois, qui n'étaient pas du tout en faveur de l'Ukraine, je veux dire de la continuité ou la continuation de la guerre, tout simplement. Ils ne se sont pas alignés systématiquement et spontanément sur la position américaine. C'est quand même, ils ont exprimé des réserves et ça nous a donné à réfléchir à nous autres que finalement le conflit ne concerne pas ni l'Afrique, ni le monde arabe, ni quoi que ce soit. Uniquement l'Europe et les États-Unis. Et le budget faramineux dégagé par les États-Unis ou par l'Europe et tout ça, en milliards de dollars pour simplement maintenir une guerre qui est en train de tourner, je veux dire, le monde entier au ridicule, ce n'est pas acceptable, tout simplement. Il faut absolument que M. Zelensky comprenne que c'est fini maintenant, qu'il faut qu'il fasse ses concessions, qu'il ne soit pas, je veux dire, emporté par son exaltation et son euphémisme, je veux dire, sur les principes de la victoire ou de l'échec. Tout simplement, nous en sommes là aujourd'hui. C'est une guerre qui risque, et je le résume, c'est une guerre qui risque de continuer. Ce sera, comme a dit Raymond Aron, une paix impossible et une guerre improbable. Voilà la phrase, c'est tout. Alors, en parlant de soutien, qu'en est-il des soutiens à la Russie? Bon, alors, ce qui nous permet aussi de faire une transition vers notre deuxième sujet, qui est la situation au Brésil, en l'occurrence, l'investiture du président Lula. Alors, il n'a pas mâché ses mots, il a clairement affiché son soutien à la Russie, à Vladimir Poutine. Je le cite, le président ukrainien était, pour le président Lula, autant responsable que Vladimir Poutine de la guerre en Ukraine. D'ailleurs, il avait révélé aussi qu'il avait eu une conversation avec le chef de l'État russe, lors de laquelle il a été question d'un renforcement des liens entre les deux pays. Emmanuel Dupuis, peut-être une réaction. Alors, c'est quand même la première sortie un peu diplomatique du nouveau président brésilien. C'était prévisible parce que il veut, dans son programme électoral, renforcer aussi le partenariat avec ce qu'on appelle les BRICS. Et ces fameux BRICS-là, le R dans BRICS est celui de la Russie. Vous avez raison de me rappeler que dans BRICS, il y a B et que le Brésil fait bien partie de cette alliance des pays émergents, en tout cas, elle fait partie du G20, avec, je crois, peut-être, en corrigeant un peu votre propos, non pas un soutien à la Russie, mais un soutien aux deux, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, en disant que les deux parties, l'Ukraine et la Russie, étaient autant responsables l'un que l'autre
C'est précisément ce qu'a dit le président Lula. N'apportons pas son soutien. Non, mais là, on n'est pas dans le. Alors, on n'est pas dans le. Nous ne sommes pas dans le discours purement occidental qui dit que c'est une agression. Et d'ailleurs, comme ce qui a été cité par le professeur Cherkaoui tout à l'heure, que c'était une agression russe. Donc, il faut condamner justement que la partie russe. Je ne crois pas que Lula n'ait pas dit que ce ne soit pas une agression. Je crois que Lula a juste dit qu'il fallait que les deux parties prennent leur part de responsabilité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je rappelle que le Brésil s'est abstenu. Oui, vous nuancez Emmanuel Dupuis, mais là, clairement, c'est une prise de position. La diplomatie, c'est de la... Non, mais je sais. La diplomatie, ce n'est mais la diplomatie, c'est souvent que de la nuance. Oui, certainement. Ce n'est pas péremptoire. Mais moins nuancé que la Chine, par exemple. Non, je ne crois pas. La position du Brésil est exactement celle de la Chine. La Chine n'a aucun intérêt à dire qu'elle va soutenir unilatéralement la Russie. D'ailleurs, le président... Mais là, vous n'êtes pas dans la nuance. Là, on n'a pas dit que le président brésilien disait qu'il allait soutenir une... Oui. Je vous laisse terminer. Si vous me laissez pas finir ma phrase, ça va être très compliqué d'expliquer mon point de vue. La diplomatie, c'est souvent de la nuance. La diplomatie, c'est ne jamais de mettre l'un contre l'autre, mais c'est d'essayer de trouver la solution, c'est une ligne de crête d'ailleurs très compliquée, la solution qui permet aux uns et aux autres de ne pas perdre la face et de chercher non pas un compromis, mais une capacité de commencer un dialogue. Alors je crois que la position russe n'est pas tout à fait la même que la position chinoise, tout comme la position brésilienne. Le président Xi Jinping, dans sa conversation avec Vladimir Poutine, a demandé instamment que le conflit s'arrête. Pourquoi ? Parce que la Chine n'a absolument aucun intérêt à ce que ce conflit perdure, car ce sont des relations économiques qui se détériorent avec l'Europe. Je rappelle que l'illusion selon laquelle la Chine pourrait se tourner vers la Russie dans une sorte, ou vers l'Iran, dans une sorte de triangulation anti-occidentale, ne correspond pas à la réalité. La coopération économique, la balance commerciale entre la Russie et la Chine, c'est 150 milliards d'euros. La balance commerciale entre la Chine et les États-Unis ou l'Union européenne avec la Chine, c'est près de 750-800 milliards d'euros. Donc la Chine n'a absolument aucun intérêt à rentrer dans un conflit avec l'Occident, ce que fait actuellement la Russie. Revenons à notre sujet qui est le Brésil. Alors, professeur Cherkaoui, c'est un nouveau mandat, troisième mandat pour le président Lula da Silva. Est-ce qu'il réussira à réconcilier le pays? Parce que déjà, il a obtenu vraiment 50,9% des voix. Donc c'était à tout tirer avec le président sortant. Est-ce que vous pensez qu'il réussirait, compte tenu du contexte justement international aussi, à réunifier le Brésil? Certainement, comme vous savez, le président brésilien est gauchiste. C'est un gauchiste. Il a évoqué, ou bien il a présenté un programme ambitieux lors de son discours, mais sa majorité gouvernementale n'est pas à l'aise. Donc, surtout si la moitié de la population brésilienne n'a pas voté à son profil. Donc, certainement, il aura des problèmes avec l'opposition au Parlement. D'autre part, il a un programme centré gauchiste et il va travailler avec une majorité centrée à la droite. Donc, certainement, il aura des difficultés, mais il a un programme ambitieux au niveau économique, au niveau aussi social. Donc, il a une prévision tout à fait, je suis d'accord, dans le sens de réconcilier avec le peuple brésilien, reconstruire le Brésil qui est déchiré, partagé par les diversités politiques. Certainement, il aura une chance de réaliser ses objectifs, mais avec une opposition très féroce. Hassan Alaoui, alors moi je voudrais... Avant qu'on parle aussi du positionnement du Brésil sur des sujets internationaux, beaucoup d'inégalités, quand même un pays divisé, la machine économique qui a
sombré à cause de la Covid en l'occurrence, mais qui a aussi subi un peu les effets de la crise en Ukraine. Je voudrais, si vous permettez, juste reprendre un petit mot de Charqaoui Cherif. C'est que le mot gauchiste, moi, je le conteste un peu, parce qu'il n'est pas du tout, Lula n'est pas gauchiste. C'est un homme de gauche, bien sûr, il a, par le passé, étant jeune, étant ambitieux, il vient, c'est un ouvrier, c'est un métallo, qui sort un petit peu des usines, enfin du pouvoir capitaliste et tout. Il a créé quand même le Parti des travailleurs, le PT, il a milité, c'est un grand homme qui a été, qu'on le veuille ou non, reconnu sur le plan international comme un président. Aujourd'hui, c'est un homme sage, vieilli, n'est-ce pas, qui a quand même une longue, très longue expérience au niveau national, au niveau politique. Et moi, ce que je salue tout de suite en lui, je peux ne pas être d'accord avec lui, mais je dois quand même saluer les prises de position, les toutes premières prises de position et les mesures qu'il vient de prendre. Ce sont par exemple des sujets économiques et sociaux très importants, à savoir, il va mettre fin à la déforestation de l'Amazonie. C'est très important. Est-ce qu'il pourrait gagner ce combat contre les lobbies industriels? Ça va être son combat, évidemment, le plus important et le plus emblématique. Parce que quand même, j'ai un chiffre, c'est qu'il y a 100 000 kilomètres, si vous voulez, d'arbres qui brûlent, n'est-ce pas? Et il va falloir qu'il arrête ça tout de suite, parce que sinon, c'est un petit peu contre le principe qu'il a toujours, défendu, à savoir la protection de l'environnement. N'oubliez pas qu'en 1992 déjà, n'est-ce pas, il y avait eu une conférence internationale, si vous voulez, sur le climat et sur l'écologie et l'environnement, à laquelle d'ailleurs avait participé Sa Majesté Mohamed VI en tant que prince héritier à l'époque, et le Maroc avait pris des engagements dans ce sens. Et aujourd'hui, on ne peut que se féliciter de cette prise de position. Deuxième point très important, c'est la violence. La violence au Brésil, vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je connais le Brésil parce que c'est un pays que je visite et que j'ai visité, et je sais qu'est-ce que c'est que les favelas, les armes, si vous voulez, les armes plus fortes encore, plus violentes que les États-Unis. Et donc, il y a à peu près, on a compté 60 000 assassinats par an au Brésil. Vous voyez, c'est très, très, très grave. C'est plus que l'Amérique, c'est plus que... Et donc, tout ça, ce sont des problèmes auxquels le nouveau président, ou le président réélu, sera confronté, en dehors, évidemment, de l'international, qui va être un petit peu un réajustement obligé, avec le Maroc en l'occurrence. N'oubliez pas que nous avons des accords maintenant avec le Brésil, surtout à travers l'OCP et les usines de l'OCP qui sont implantées au Brésil. Le plan agricole qui va donc devoir nous mettre face à face et nous obliger à être la main dans la main avec ce pays. Et donc tout ça, ce sont des défis qu'il faut absolument prendre en compte aujourd'hui. Et c'est ça le nouveau Brésil. Je peux ajouter Est-ce que vous pensez... Oui, vous voulez ajouter? Oui, le nouveau président brésilien jouit d'une réputation très positive au niveau international. Tout à fait. Comme un promoteur du dialogue sud-sud. C'est ça. Et un protecteur de l'Amazonie. Il a, comme j'ai dit, il a évoqué, ou bien il a présenté un programme très ambitieux contre l'insécurité que vit le Brésil, l'insécurité, la pauvreté, les problèmes de dette, mais certainement il aura une opposition très, 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 très forte dans le Parlement. Je pense qu'il... Donc, il n'est pas fragilisé, comme vous disiez tout à l'heure. Mais non. Donc, il a une ambition de faire le mieux. Je disais qu'il a créé un ministère des indigènes. La preuve, c'est qu'au moment de l'investiture, il y avait justement le traditionnel chef indien avec ses habits spécifiques et tout ça, c'est un respect, et il a mis en place une dame qui va s'occuper des indigènes et des problèmes justement de société indigène. Et moi je trouve que c'est une avancée spectaculaire. C'est à peu près l'équivalent de ce qu'on peut faire, et ça n'existe pas en Europe, un ministère de l'immigration étrangère, n'est-ce pas? Ça n'existe pas. Aujourd'hui, le Brésil le fait. Le Brésil, et Lula, est en avance spectaculairement sur les autres.
Mais je n'ai pas dit le contraire. Moi, j'ai dit que le président va confronter une opposition très forte. Il n'aura pas une majorité très aisée. Oui. Certainement, c'est la moitié du Brésil qui n'a pas voté pour lui. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il veut signer une rupture avec son prédécesseur, avec Jair Bolsonaro. Tout ce qu'il a annoncé jusque-là était à l'encontre de la politique de l'ancien président de droite. Bon, juste une petite question par rapport à la position du Brésil sur la question du Sahara. Cette nouvelle élection... Très important. Oui, parce que nous, on est au Maroc, ce serait bien... Je vais répondre, aussi, si vous permettez. Bien naturellement, alors, le Brésil oui. n'a jamais autorisé l'installation d'une ambassade ou quelque chose de reconnaissance du Polisario. Jamais, surtout Lula. Encore moins Bolsonaro, bien sûr, parce qu'une équivalence idéologique, mais le Brésil n'a pas de représentation du Polisario. Jamais, jusqu'à nouvel ordre. Et je ne crois pas aujourd'hui qu'il existe, si vous voulez, 1001 liens économiques entre les deux pays. Je ne crois pas qu'il le fera encore. Pas de Polisario, donc pas de prise, si vous voulez, de position à cet égard. Nous pouvons être, en tout cas, je l'espère, tranquilles sur ce plan. Très bien. Khalid Cherkaoui, peut-être quelque chose à ajouter là-dessus et peut-être aussi par rapport aux relations Maroc-Brésil. Oui, comme a dit mon collègue M. Alaoui, donc le Brésil était toujours à côté du Maroc pour la question concernant la question de l'intégrité territoriale. Je pense que le nouveau président Lula va être à côté du Maroc. Très bien. Peut-être un dernier mot justement sur cette investiture. On a parlé des défis. Déjà, quelques annonces qui ont été faites. L'augmentation du salaire minimum de 1212 à 1320 reais, soit 245 €. Le Brésil, pourtant, est une économie émergente, Hassan Alaoui. Oui. Donc, il n'y aurait pas de problème de financement de toutes ces aides, la réactivation du fonds pour l'Amazonie, augmentation du SMIC, le prolongement du programme d'aide aux familles. Donc, Lula a lancé le fameux programme... Comme bon président de gauche, d'ailleurs. La Borsa. La Borsa, c'est le soutien mensuel aux familles pauvres, démunies. Et il va le renforcer parce que ça va dans le sens de sa vision, bien sûr, idéologique et politique, n'est-ce pas? Et ça va aussi dans le sens de la raison avec un R majuscule, qui est effectivement le partage du gain, le partage des bénéfices, la prospérité partagée, mais d'une manière très raisonnable, et pas, contrairement aux pays européens qui font ce qu'on appelle le fameux ruissellement, n'est-ce pas, propre à Macron. Eh bien, Lula va aller de l'avant dans ce sens, et il va donc renforcer le soutien aux familles pauvres, et donc pour renforcer la cohésion et la citoyenneté réelle du Brésil. Encore faut-il qu'il quand même réussisse à embarquer avec lui la moitié de la population brésilienne qui a voté contre lui. Ouais. Voilà. Sur ce, je vous remercie, messieurs, pour l'ensemble de vos éclairages. Emmanuel Dupuis a dû nous quitter parce qu'il avait une autre interview avec des confrères français de France Info. Merci beaucoup, Hassan Alaoui. Merci beaucoup, professeur Khalid Cherkaoui, d'avoir été avec nous pour cette première partie de Questions d'actu. Nous enchaînons tout de suite avec la seconde partie. Après l'Ukraine et le Brésil, direction la Chine où le nombre de contaminations est en forte hausse dans le pays après, je disais en introduction, l'abandon soudain et brusque des autorités chinoises de leur politique de zéro Covid. Ce regain d'épidémie a soufflé comme un vent d'inquiétude un peu partout dans le monde. Du coup, certains pays occidentaux, en l'occurrence, obligent aujourd'hui les voyageurs en provenance de Chine à se soumettre aux tests PCR. Pour le cas du Maroc, on vient d'annoncer l'interdiction à l'entrée du territoire
des voyageurs en provenance de Chine. Nous faisons le point sur ces nouveaux variants ou pas, leur dangerosité, en compagnie de 2 experts avec nous aujourd'hui depuis Casablanca par Skype. Professeur Chekib Abdelfatah, professeur de maladies infectieuses à l'université Mohamed VI. Bonsoir professeur Abdelfatah, merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Également avec nous, professeur Jafar Haikal, épidémiologiste, spécialiste des maladies infectieuses et que nous ne présentons plus. Bonsoir professeur Haikal, un plaisir renouvelé de vous accueillir. Merci de votre invitation, le plaisir est partagé. Alors, cette flambée de l'épidémie en Chine, est-ce tout simplement le résultat de restrictions prolongées des autorités, ce qui a permis, en fait, ce qui n'a pas permis au virus de circuler? Professeur Haikal. Écoutez, d'abord, il faut bien comprendre qu'il y a des circonstances particulières. Il y avait une forme de confinement, et dans cette forme de confinement, ça n'a pas empêché le virus donc de circuler. Et puis ensuite, à la levée brusque, vous l'avez vous-même dit, à la levée brusque donc du confinement ou de la forme de confinement qu'ils avaient, il y a une flambée donc de cas. Mais il faut encore une fois toujours bien donner la juste mesure des choses. On n'a pas beaucoup de données par rapport à ce qui se passe en Chine, en matière d'épidémiologie de ces infections virales, parce qu'il y a probablement des sous-variants de la Covid-19, mais il y a également d'autres virus syncytio-respiratoires, probablement également le virus de la grippe saisonnière. Mais en tout cas, en ce qui concerne le sous-variant, le BF7 en l'occurrence, par exemple, au niveau de la Chine, on n'a pas beaucoup donc d'informations. Et d'ailleurs, vous le savez, depuis quelques jours, la Chine d'ailleurs ne déclare plus le nombre de cas, ni le nombre de cas qu'elle a, ni le nombre de décès, et va confier une sorte de CDC qui publiera les chiffres uniquement mensuellement. Donc vous comprenez aisément que nous n'avons pas vraiment de données, et c'est ce qui explique, en partie en tout cas, les mesures prises par beaucoup donc de pays, des pays limitrophes, mais également des pays européens et le Maroc également. Professeur Abdelfatah, est-ce qu'on peut dire qu'au final, la Chine a manqué de réussir sa politique de zéro Covid? Parce que finalement, quand on voit cette flambée des prix, parce qu'on a des millions de cas qui sont enregistrés comme ça. par jour. Je crois que devant une épidémie, il y a plusieurs façons de faire. Il n'y a pas une façon idéale. Ça n'existe pas en médecine. Il y a plusieurs façons de faire, soit qu'on se replie et qu'on attend que la vague passe, soit qu'on on essaie de confronter la vague. Ce sont les 2 politiques, plus ou moins, qui ont été utilisées dans le monde. La Chine a utilisé probablement, il avait ses raisons socio-économiques et surtout aussi probablement scientifiques, elle a utilisé plutôt le confinement. Le confinement est une forme, si vous voulez, qui est indiquée scientifiquement, médicalement parlant, chaque fois qu'on a peur que le système de santé soit dépassé. Je crois que c'est très important de le souligner. Dans un pays où il y a plus de 3 milliards de personnes, où il y a aussi, et ça c'est très important à souligner, très peu de personnes vaccinées. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont à peu près 800 millions de personnes qui ont eu le vaccin. Moi, je crois personnellement qu'il a été tout à fait légitime de faire ce qui a été fait en Chine. Maintenant, moi, la question que je me pose, médicalement parlant, est-ce que le moment de la levée des restrictions était adéquat? C'est ça la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que la Chine a levé les restrictions au moment où il y avait, comme ça a été dit par mon ami Jafar, une circulation très importante de BF7. Et on sait aujourd'hui que le BF7, ça veut dire ce variant de Covid, il est très contagieux. Une personne peut contaminer entre 10 et 18 personnes. Il a une durée d'incubation qui est très courte. Et puis, même les personnes asymptomatiques peuvent contaminer. Moi, je crois que c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Maintenant, par rapport à la question initiale... Après, il y a d'autres... si je me permets de vous interrompre, il y a d'autres variables qui rentrent en jeu, notamment économiques.
et sur l'essoufflement de cette économie chinoise qui devait à tout prix reprendre. Mais ce que je me demande aussi, vous avez parlé d'un point très important, c'est celui des capacités litières, ou en tout cas des capacités des hôpitaux. Alors aujourd'hui, les hôpitaux de Shanghai sont déjà submergés par les malades de Covid. Est-ce que, professeur Abdel Fattah, ce variant-là présente peut-être des risques un peu plus dangereux que les autres variants qui sont passés lors des vagues précédentes? Non. Le variant, c'est-à-dire soit le BF7, soit le XBB, ne sont pas plus virulents, ils ne sont pas plus agressifs que les variants qu'on a vus jusqu'à maintenant, soit l'alpha, le bêta, etc., le delta et puis l'omicron. Mais le BF7 et le XBB se transmettent plus rapidement et avec une durée d'incubation courte. Ça veut dire qu'une personne qui est malade, il va contaminer plus de personnes autour de lui et il va contaminer, bien sûr, rapidement. Mais ce n'est pas là la question. Je crois que le système chinois a été submergé pour deux raisons. La première raison, et j'imagine que c'était essentiellement la raison pour laquelle il y avait un confinement, il y avait la politique de zéro Covid, c'est que déjà le système n'était pas en adéquation avec le nombre d'habitations. Et je ne vois pas, moi, franchement, en tant que médecin, je demande confirmation à mon ami Jafar parce qu'il est épidémiologiste, économiste de la santé, et il a plus de données par rapport à ça. Je ne vois pas un pays qui a 3 milliards de personnes, comment il va faire pour traiter les disons, même 50% de la population, vous voyez ce que je veux dire, 1,5 milliard. Vraiment, c'est délirant comme système de santé à imaginer. La deuxième raison, c'est que malheureusement, il y a eu un petit souci en termes de vaccination en Chine. Alors le souci, c'est qu'il y a eu un refus très important de la population âgée. Et on se retrouve aujourd'hui avec seulement 66% des personnes qui ont plus de 80 ans qui ont été vaccinées. Alors grosso modo, on a plus de 30% de personnes qui seront en train de mourir tout bêtement de la maladie. Voilà, ce sont les deux problèmes majeurs. Juste petite précision que la population de la Chine, ce n'est pas 3 milliards, mais 1,4 milliard. Donc... Pardon, oui. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Jafar Haikal, l'OMS qui appelle le pays à partager ses données en temps réel. Est-ce qu'il y a un pouvoir de l'Organisation mondiale de la santé d'imposer à ce qu'on partage les données pour qu'on en sache un peu plus sur le niveau de contamination, sur le nombre de morts et voire même sur la dangerosité de nouveaux variants qui peuvent éventuellement voir le jour en Chine? Moi, ce serait plutôt l'inverse. Il y a certains grands pays qui ont plus d'influence sur l'OMS que l'inverse, pour être honnête avec vous. Et on a vu ce qui s'était passé lorsque les États-Unis avaient décidé d'arrêter la subvention de l'OMS. Vous imaginez si la Chine devait faire également la même chose pour l'OMS, ce serait problématique. Donc, l'OMS est un organe important, technique et scientifique, d'orientation, de recommandation. Mais il n'a pas de pouvoir décisionnel sur les pays. D'ailleurs, la crise de la Covid-19 a bien montré les limites de l'action, j'allais dire, de recommandation donc, de l'OMS, puisque les pays ont appliqué leur propre politique donc, de crise sanitaire. Bien évidemment, dans certaines situations, on suit les recommandations donc, de l'OMS, selon effectivement un certain nombre de critères, et vous venez de le dire, il y a des critères politiques, économiques, sociaux, etc., hormis les critères épidémiologiques et sanitaires. Mais par contre, ce qui est important, et ce qui justifie l'action d'un certain nombre donc, de pays en matière de restrictions à l'entrée avec des tests PCR par exemple, ou bien l'interdiction d'arriver sur le territoire comme dans le contexte marocain, donc de personnes qui ont séjourné en Chine, c'est parce que nous n'avons pas de données. Et je pense que le professeur Chakib a dû en parler. Il y a 3 caractéristiques essentielles lorsqu'il y a de nouveaux variants. C'est sa capacité de transmissibilité. Est-ce qu'il se transmet énormément plus que les anciens? Est-ce qu'il est plus dangereux? Nous, on appelle ça pathogène ou virulent. Et troisièmement, est-ce qu'il échappe à l'immunité acquise, c'est-à-dire soit naturelle, soit post-vaccinale? Et ça, c'est ça l'enjeu. Au Maroc, Dieu merci, 80% de la population est vaccinée avec donc, les 2 doses. Dans beaucoup de pays, et particulièrement européens également, mais on ne sait pas si ces nouveaux variants existants au niveau de la Chine vont échapper à la protection immunitaire et auquel cas, ils circuleraient plus rapidement et auquel cas,
pourrait entraîner des complications et donc un risque d'hospitalisation et donc une pression sur le système de santé qui n'aurait pas suffisamment de lits de réa, de médecins réanimateurs, de professionnels de santé, etc. Et c'est ça l'enjeu de la crise qu'on a connue depuis les 2 dernières années, c'est la capacité de résilience des systèmes de santé. Ce n'est pas notre capacité à comprendre la physiopathologie de la maladie qu'on comprend un peu mieux, mais la capacité du système à prendre en charge les malades et que le système ne soit pas débordé par des milliers de cas, que les urgences ne soient pas débordées, les lits de réanimation, etc. C'est ça l'enjeu, c'est pour ça qu'on demande, et ce que je veux dire quand on demande, c'est-à-dire que l'OMS, les organismes importants comme l'OMS demandent à la Chine, s'il vous plaît, donnez-nous un maximum de données sur le nombre de cas déclarés, sur les décès, sur le type de variants en circulation, leur pathogénicité. Ça nous permettra de prendre des mesures et en tout cas de donner les recommandations aux autres pays. Alors justement, c'est les autres pays, qu'est-ce qui risque d'arriver? Est-ce qu'on risque de connaître aussi une nouvelle vague importante de la propagation du virus à cause de ce qui se passe en Chine actuellement, en sachant que beaucoup de pays occidentaux imposent maintenant, ou reviennent en tout cas, aux tests PCR négatifs avant l'entrée ou à l'arrivée sur le territoire. La France, l'Italie, test obligatoire aussi, l'Espagne, bref. En Europe, on commence à s'activer dans ce sens. Donc ça explique un peu cette frilosité des gouvernements européens et ces décisions-là que la Chine conteste. Je le disais en introduction tout à l'heure, ils évoquent même des contre-mesures en représailles, les autorités chinoises. Oui, parce que les Chinois vous disent, écoutez, sur le plan épidémiologique et sur le plan santé publique, vous voyez bien que lorsqu'on a eu le variant gamma, donc par exemple donc du Brésil, ou quand on a eu le delta d'Afrique du Sud, ça l'a pas empêché de circuler partout dans le monde, alors que les pays avaient restreint toute connexion avec l'Afrique donc du Sud. Oh. Sur ce point, effectivement, on pourra très difficilement empêcher l'entrée d'un virus qui circule de façon rapide à l'échelle mondiale à cause des flux humains, à cause des échanges, mais en tout cas, on réduit le risque. C'est-à-dire que le fait qu'on n'ait pas suffisamment de données sur les sous-variants existants en Chine, eh bien, les autres pays craignent effectivement que ça circule plus rapidement dans leur population, mais surtout qu'ils ne puissent pas protéger leur population par les vaccins disponibles, qu'ils ne puissent pas faire le dépistage ou le diagnostic par les tests diagnostiques disponibles et qu'ils ne puissent pas traiter si c'est un variant qui est plus pathogène et qui est plus dangereux. Et donc, c'est tout à fait normal que, principe de précaution oblige, on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu depuis janvier 2020 pendant 2 ans. Et donc, eh bien, on va faire en excès, dans le cas échéant, un certain pays décide de dire « je préfère protéger ma population par excès tant que je n'ai pas de données ». Quand j'aurai des données suffisantes, eh bien, je vais pouvoir lever les mesures restrictives ou en tout cas les alléger. Très bien. Le choix du Maroc aussi d'interdire l'entrée sur son territoire de manière à ce que, en tout cas, des voyageurs en provenance de Chine, Chakib Abdel Fattah, c'est un principe de précaution, n'est-ce pas? Alors, c'est un principe de précaution, mais qui a une base scientifique très importante. Je crois qu'il faut raisonner en termes d'épidémie de Covid, non pas seulement en termes de mortalité et en termes de dépassement des capacités du système sanitaire, mais en termes de complications, chose qu'on malheureusement qu'on ne discute pas même dans les médias. Actuellement, il y a une grande inquiétude à travers le monde, parmi les scientifiques, notamment les médecins et les chercheurs en médecine, par rapport à ce qu'on appelle la Covid ou le Covid lent. Parce qu'on aura très probablement une épidémie de Covid lent après même la disparition ou l'atténuation des vagues qu'on vit actuellement. Et le Covid lent, on est en train de le vivre actuellement, il est plus dangereux que l'épidémie, il est plus dangereux que même parfois de la mortalité. Quand vous avez par exemple une diminution des capacités cognitives, ça veut dire un vieillissement de cerveau qui va se faire sur... on aura moins de 15 ans
d'activité de cerveau en l'espace de 3 mois, 4 mois, c'est vraiment très inquiétant. Deuxième chose qui est en train d'être investiguée actuellement, qu'il y a très probablement une persistance de virus dans le corps humain, et notamment soit dans le cerveau, soit dans d'autres organes. Et on ne sait pas exactement quelles vont être les conséquences désastreuses par la suite, quand on en sera guéri. Alors, si vous permettez, j'ajoute juste un petit mot, ce qui a été dit par rapidement, mon ami, je vous prie, professeur Abdel Fattah, rapidement, s'il vous plaît. Oui. Juste préciser que les États ont pris ces décisions, y compris le Maroc, parce qu'il y a aussi un grand problème, c'est que le variant qui circule actuellement en Chine, mais aussi aux États-Unis, sont des variants qui peuvent atteindre les hommes, les êtres humains, même en étant vaccinés et même s'ils ont déjà fait la maladie. Ça, c'est une caractéristique qui est très importante à prendre en considération. Très bien. Merci beaucoup, Chakib Abdel Fattah, professeur de maladies infectieuses à l'Université Mohamed VI. Merci pour ces éclairages. Et mes remerciements vont aussi au professeur Haïkel, Jafar Haïkel. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Voilà. C'est ainsi que cette émission touche à sa fin. Excellente soirée à tous.